Salut, c'est Jérôme. Comme chaque année, au printemps, l'envie nous prend de mettre un peu d'ordre dans les décombres de l'ancienne filature et de remettre à jour le sol. Bon, sauf qu'en fait ceci c'est l'année dernière, en 2022. L'année d'avant, en 2021, on avait remis à jour la construction en béton et une partie du sol en briques d'un ancien bâtiment. On a donc continué sur notre lancée pour dégager l'annexe, car toute cette terre contre les murs y cause de petits soucis d'humidité. Il y a une dalle béton qui a été coulée par-dessus les gravats, et une fameuse couche de remblai. Pour cela, on gratte dans les gravats pour retirer les plus grosses pierres et autres objets. La terre est tamisée pour récupérer les plus petits morceaux de pierre et débris métalliques. Le panier est utilisé. Puis on met la terre en tas, on finira par l'évacuer ou l'utiliser pour des parterres d'ornement, mais pas au potager ni de l'autre côté de la maison. Et les petites pierres, on les dépose sur le tas avec les autres. Quant aux plus grosses, on les garde aussi pour la maçonnerie, ça a déjà bien servi. On trouve même parfois de fort grosses pierres. Ici probablement une pierre de contour de fenêtre ou de porte. Une pierre calcaire qui sera certainement utile par la suite. Il y a même des blocs qu'on penserait être de la pierre, mais qui sont en réalité des briques maçonnées. Impossible de les séparer, le ciment de l'époque, dans lequel il reste des petits morceaux de charbon, est vraiment très solide. Bref, on fait cela de temps en temps pour se détendre après le travail, et peu à peu, on a encore bien dégagé le sol. Et récupéré pas mal de pierres. Dans le tas des objets retrouvés, toujours beaucoup de métal, des restes des machines certainement. Mais aussi des bacs de descente de gouttières et quelques ossements. Et on se demande si ce ne serait pas des restants de mâchoires de chevaux. Il devait y avoir des écuries à l'époque, et il se peut malheureusement que des animaux aient été la proie des flammes lors de l'incendie. Pour ceux qui ne le savent pas, on a commencé à dégager cette remise pendant le printemps du confinement. Ce n'était qu'un champ de gravats et une grosse partie du mur dans le coin s'était effondrée. Cette annexe on l'a toujours prise pour un restant de l'usine autour duquel les gravats se sont effondrés. Mais en fait, en y regardant de plus près, on est assez convaincu que ce bâtiment a été construit avec des pierres encore en bon état issues de l'usine. On peut en effet voir des pierres rougies ici et là. Et les pierres calcaires jaunes, ou les pierres de Dourle-Ménil, deviennent rouges quand elles sont calcinées. Cela est dû à l'oxyde de fer qu'elles contiennent. C'est comme cela qu'on fait pour obtenir des pigments foncés en les calcinant. Et c'est aussi cela qui rend les briques rouges après la cuisson, aussi grâce à l'oxyde de fer contenu dans l'argile. On peut même voir quelle était la face exposée au feu de certaines pierres. Ce bâtiment a donc été vraisemblablement construit après l'incendie. En regardant attentivement, on trouve même des marques et numérotations sur les pierres qui normalement sont sur les lits d'attente ou de pose, mais jamais visibles. Ce qui nous questionne, c'est que si la maçonnerie a été posée après l'incendie,
Comment cela se fait-il que des remblais submergent le bâtiment jusqu'à plus d'1 mètre de toutes parts? Cela aurait été étrange de dégager pour le construire pour ensuite remblayer. Surtout qu'on a retrouvé des restants des bâtiments comme la couche d'ardoise et même la couche de charbon de bois calciné juste à côté du mur. À moins que cela n'ait été dégagé juste ce qu'il faut pour la reconstruction de cet édifice. Et la base ne pouvait déjà être présente car même les premières pierres sont des pierres de réemploi qui ont été exposées au feu pour certaines et on voit que la position du bâtiment ne correspond pas au dallage du sol de l'usine. Peut-être comprendra-t-on mieux par la suite. Autre petite réflexion qu'on s'est faite, il se pourrait que les pierres de taille qui constituaient les lucarnes de la maison, qui ont été démontées, se trouvent ici, dans la maçonnerie. Oui, vu l'épaisseur des murs qui font plus de 70 cm, il y a un fameux paquet de pierres. Et au vu de l'époque de la construction de cette annexe, c'est une possibilité. Pour continuer à dégager le mur, il faut maintenant s'attaquer à la dalle béton. On retire d'abord ce qui était dessus, notamment du sable à béton. Et puis, on y va. Heureusement, elle n'est pas armée. Petit à petit, on dégage. Mais cela fait un paquet de pierres et de gravats à trier. Puis on s'est dit qu'il était peut-être plus urgent de dégager l'autre côté du bâtiment, lui aussi remblayé. Cette partie est sous abri, ce qui serait plus intéressant à dégager d'abord. Il y a un beau dallage en pierre comme seul. On a donc commencé à dégager. Ici, beaucoup moins de terre, à la place beaucoup plus de briques et de débris variés. Et puis alors, quelques découvertes. Comme par exemple ces grosses pierres de taille. On pense que ce sont les pierres de couronnement de l'ancienne cheminée de l'usine. Cela correspond, l'intérieur est rond, et sur le dessus, divers trous d'ancrage et pour poser une protection en zinc. On en a retrouvé 2 morceaux différents, sans doute que l'on retrouvera le reste également. On a aussi retrouvé des agrafes en métal. De toute évidence, les 4 pierres du dessus de la cheminée étaient chaînées ensemble avec ces attaches. Sinon, on a aussi trouvé toute une autre série de morceaux métalliques et autres fragments de verre. Des objets parfois inconnus en tout genre, mais la grande découverte, on l'a fait lors des derniers coups de pelle de la saison. En effet, on arrête souvent ce type de chantier vers la début mai. Il commence à faire trop chaud, et puis on a bien d'autres choses à faire, les journées sont bien remplies à partir de là. Alors qu'on allait terminer, on a littéralement donné un dernier coup de pioche, et on est tombé sur quelque chose d'inattendu. Tout un tas de munitions. Cela nous a bien surpris. Comme des boîtes de conserve. Ah, il y en avait plusieurs en fait. Il y avait donc quelques boîtes de munitions entreposées là, dans le sol, mises les unes à côté des autres. Et ça fait un paquet de balles. Avec les guerres qui sont passées par ici, ça paraissait presque inévitable, mais quelle quantité quand même. Et puis surtout la diversité des modèles. Il y en a des 2 guerres mondiales et de l'entre-deux-guerres, tant des modèles allemands que français. Grâce à une personne qui nous suit sur Facebook et qu'on remercie encore,
on a pu identifier les différents types de munitions et établir quelques hypothèses. Bon, avant toute chose, ce type de découverte est tout de même assez dangereux, surtout qu'on donnait des coups avec les pelles et pioches. Même très anciennes et toutes oxydées, et même encore mouillées, il s'agit de balles bourrées de poudre, potentiellement instables. Et pour le « test » entre guillemets, et pouvoir garder quelques modèles, on en a vidé quelques-unes de leur poudre. Et vous allez le voir, la poudre a encore tout son potentiel, même humide. On a contacté la gendarmerie qui en fait a contacté la protection civile, donc les démineurs, pour prendre et neutraliser ces munitions. On a juste gardé quelques modèles vidés de leur poudre pour qu'elles soient sans danger. Pas qu'on admire les armes ou la guerre, bien au contraire, mais simplement comme souvenir de l'histoire du lieu et aussi pour le devoir de mémoire. On a nettoyé et poli 2 munitions de chaque type. Il y en a donc de la Première Guerre mondiale, certainement des 8S Mauser allemandes de mai 1918 d'après les inscriptions. DM pour Deutsche Munitionsfabrik. L'étui est en laiton à 67% de cuivre. Puis des balles françaises de 1930, des 7,5 par 54 type 1929 utilisées dans les fusils MAS 36 ou des Berthier ou Lebel rechambrés. Les lettres indiquent les origines du métal ou l'usine d'assemblage. Ici, MR, assemblé à la manufacture de machines du Haut-Rhin à Mulhouse. Ensuite, encore des balles françaises, type bouteille, avec bourrelet et en anneau creux autour de l'amorce. Ce sont des 8 Lebel. CN pour Atelier Mécanique de Normandie, fournisseur du métal à Caen. Et PC, établissement Caillot à Boulogne-sur-Mer, fournisseur du métal, usine de Collier. Les chiffres donnent le trimestre et l'année de fabrication, 1935 ou 1936. Puis encore des balles françaises du deuxième trimestre 1938, du même type que celles de 1930, avec l'inscription TE, atelier de fabrication à Toulouse. Et enfin la dernière sorte, des munitions allemandes de 1940, code 403 pour le pistolet 7,63 Mauser, DWM pour Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken. Et les lettres KK pour Karlsruhe, la ville de fabrication. La question qu'on se pose est comment ces munitions si variées sont-elles arrivées là, dans ces quantités et bien rangées toutes ensemble? Voici l'hypothèse. Les 8 Mauser allemandes 1918 ont été abandonnées par les Allemands à la fin de la Première Guerre mondiale lors de leur fuite vers l'Allemagne. Les munitions françaises d'avant la Seconde Guerre mondiale ont été abandonnées par les Français lors de l'invasion de mai 1940 et les munitions allemandes du début de la Deuxième Guerre ont été amenées pendant l'occupation. Le tout a été caché, rangé ou enterré car les Allemands interdisaient strictement aux civils, sous peine de mort, de détenir toute arme ou cartouche de quelconque origine. Les militaires allemands auraient pu trouver des armes françaises et décider de garder les cartouches. Quant aux occupants du château, ils n'auraient en principe pas pris le risque de les cacher et de se faire prendre. Mais comme il s'agissait de Jacques Wenzel, résistant, cela fait que ce n'est pas impossible non plus. Ceci dit, comme il y avait aussi des munitions allemandes de 1940 dans le lot, c'est peu probable. Qui que ce soit qui ait dissimulé ces cartouches, les soldats durant l'occupation ou M. Wenzel, qui a été assassiné pendant la guerre, après la guerre, cette cache de munitions est tombée dans l'oubli, jusqu'à maintenant. Toute une histoire donc qui est passée par ici. Ce lieu est donc chargé d'histoire comme on l'apprend un peu plus tous les jours. Voilà tout pour les découvertes de l'année dernière. Cette année, on n'a pas fait de déblaiement par faute de temps et du temps, la météo, qui de toute façon était trop mauvaise pour cela. On remet la suite de ces aventures à plus tard. Qui sait ce qui nous attend encore? Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.